à venir vous entraîner collectivement à la DSN, webinaire au travers duquel vous allez avoir des rappels des règles, des découvertes des nouveautés, des entraînements et des conseils de pro. Avant de lancer le match, alors vous avez en bas à droite de votre écran une partie questions avec laquelle vous allez pouvoir interagir tout au long de la présentation. N'hésitez pas également à utiliser les petits émoticônes pour tout au long du webinaire. Et bien sûr, un support vous sera mis à disposition. Je vous souhaite un bon match. Alors, je vais me permettre de prendre le relais puisque j'ai l'impression que notre collègue Sylvia a perdu la connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Un petit instant. Alors voilà, je vais reprendre. Oui, parce que j'ai l'impression que Sylvia nous a perdu. Enfin, qu'on a perdu Sylvia, surtout. Alors, on va simplement faire un petit débrief. Je me permets de reprendre sa partie dans ce cas-là. Alors, un petit cap sur la simplification. Donc, comme vous le voyez à l'écran, créé en 2013, donc la DSN, c'est un sport collectif qui se pratique le 5 ou le 15 de chaque mois. Bien sûr, c'est un rappel de règles. Amateurs ou professionnels, tous les gestionnaires de paye peuvent participer, bien sûr, à ce jeu. Ce jeu, c'est un jeu de données mensuel déposé en un seul point. Chaque jeu de données mensuel correctement enregistré donne 10 points. Autant vous dire que vous pouvez en gagner beaucoup. Tous les joueurs de chaque équipe doivent être présents dans le jeu de données et les fautes entraînent des avertissements dont les causes peuvent être annulées ou remplacées. On va donc passer à la suite. Donc on va vous rappeler, ou inutile de vous rappeler, comme c'est bien sûr indiqué, donc c'est un flux dématérialisé mensuel, donc ce qui permet aussi de simplifier les informations pour vous en tant qu'employeur. Il y a une obligation par étape pour les employeurs, 2017 régime général et le régime agricole, 2022 il y a la fonction publique qui y est passée également. Et puis voilà, en règle générale, un Est-ce SIRET que égale vous une m'entendez? DSN. Oui, Sylvia est revenue parmi nous. Donc, je termine la slide, Sylvia, et puis je te laisse reprendre la main pour la suite. Au moins, comme ça te laisse le temps de te connecter si c'est bon pour toi. Tu m'entends, Sylvia? Je ne suis pas sûre que Sylvia m'entende. Donc, je vais continuer pendant ce temps-là. Alors, voilà, depuis 2022, il y a plus de 70 procédures qui ont été remplacées par la DSN. Autant vous dire qu'il y a eu une très grande simplification administrative. Donc, comme le World Rugby, la DSN s'adapte chaque année aux nouveautés réglementaires. Comme le CIO, la gouvernance de la DSN est plurielle entre tous Oui, ses acteurs, donc c'est vous qui vous, décidez. vous, Et comme pour la danse, tu m'entends? l'excellence en DSN peut nécessiter un entraînement quotidien, comme au volleyball. Enfin, la DSN peut se jouer en un service gagnant. Donc, vous l'avez compris, c'est une simplification administrative qui vous permet quand même de faciliter votre activité au quotidien au niveau de tout ce qui est déclaration. Je laisse la main à ma collègue Sylvia si elle m'entend. Ah, vous m'entendez? Sylvia, tu nous entends? Nous, on t'entend. Ah, désolé. Il n'y a pas de mal. Je te laisse la suite pour ce qui est à Du l'écran. coup, donc comment donc se déroule cette partie? Donc c'est toute une équipe qui va participer à la victoire et chacun va avoir un rôle important pour remporter la partie.
On a tout d'abord les équipementiers, hein, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels qui vont fournir le matériel et les paramétrages. Ensuite, on a les coachs, c'est-à-dire le collectif GPMDS qui vont apporter la technique et les évolutions du jeu pour atteindre les objectifs. Ensuite, de chaque côté, on va avoir d'un côté les joueurs, c'est-à-dire les déclarants, hein, les employeurs et les tiers déclarants qui vont jouer pour leurs clients, et de l'autre côté, les buts, c'est-à-dire le système DSN. Et au milieu, on va avoir le ballon, et donc les joueurs vont devoir mettre le ballon dans les buts. Et on a enfin l'arbitre, c'est-à-dire les organismes de protection sociale qui vont garantir la bonne utilisation du jeu. Pour gagner un match, donc, il faut connaître les règles du jeu. Et donc, pour connaître les règles du jeu de la DSN, il existe un cahier technique hein, qui explique en détail les données attendues dans les différentes rubriques. Donc là, à l'écran, on a une de ces rubriques. Donc, en haut à droite de la rubrique, vous avez l'identifiant. Et puis, et puis ensuite, vous avez également le libellé, donc type de taux de prélèvement à la source. Vous avez ensuite la description donc de la rubrique. Et puis, on vous indique ensuite le contrôle à poser à cette rubrique, hein, CCH. Donc là, il va y avoir en fait un contrôle de cohérence entre les différentes rubriques. Ensuite, vous avez des précisions sur la donnée attendue, c'est-à-dire vous avez tout d'abord la nature de la nature de la donnée, hein, s'il s'agit d'une date, d'une énumération. Ensuite, vous avez le format de la donnée. Également la longueur attendue au niveau de la donnée attendue par rapport à la rubrique. Et puis enfin, vous avez la liste des valeurs utilisables. Et puis donc en cas de doute, on vous a mis un lien pour consulter toutes les règles et pouvoir envoyer le ballon directement donc dans les buts. Donc, quels sont les joueurs? Donc là, on va avoir 3 types de joueurs. On va tout d'abord avoir le déclaré, c'est-à-dire l'établissement qui emploie les individus. Donc, il y a actuellement plus de 2 millions de pratiquants employant 25 millions d'individus. Ensuite, on a le déclarant, celui qui dépose la DSN. Hein, cela peut être un des établissements dans une même entreprise ou un établissement relevant d'un autre sirène dans un groupe ou un tiers à qui l'entreprise a donné mandat pour faire la paye et les formalités liées. Et enfin, on a l'émetteur. C'est une notion seulement technique qui désigne au final d'où vient la DSN en machine to machine. Et je prends donc le relais. Nous allons maintenant voir comment ça se passe pour prendre sa licence. Et donc, vous l'avez compris, comment on s'inscrit à Net Entreprise. Eh bien, déjà, dans un premier temps, hein, il faut savoir que depuis la loi Pacte 2018, il y a le mandat implicite hein, qui s'applique et qui préside la gestion de Net Entreprise. Donc, maintenant, on va voir comment prendre sa licence. Donc, le mandat implicite. Donc, depuis la loi Pacte de 2018, le principe du mandat implicite Alors, attendez, parce que je vois qu'il y a Sylvia qui parle par-dessus. Alors, voilà, Sylvia, c'est moi qui prends le relais au niveau de cette slide. Le mandat implicite, depuis la loi Pacte de 2018, le principe du mandat implicite préside la gestion de Net Entreprise. Donc, 3 cas de figure nécessitant des droits à différents niveaux. Donc, le service est directement lié à l'acte de paye et relève naturellement des mêmes acteurs que ceux opérant à la paye. Donc là, ça ne requiert pas d'habilitation spécifique. Ensuite, le service est lié à la paye, mais peut être opéré par d'autres acteurs que celui en charge de la paye et de la DSN. Et donc là aussi, ça ne requiert pas d'habilitation spécifique, sauf si de nouveaux SIRET hors DSN sont concernés. Et
Troisièmement, le service requiert une habilitation particulière. Alors, Sylvia, on est d'accord que je reprends la main. Pour la slide numéro 12, il y a eu un petit couac, on s'en excuse. Comment ajouter la DSN? Donc, il faut tout d'abord vérifier au sein de votre club, dans la mesure du possible, si vos collègues sont déjà inscrits. Si oui, ils ont la possibilité de vous ajouter en tant que joueur, vous permettant ainsi de déclarer rapidement. Si aucun joueur n'est inscrit, vous devez aller à la page d'accueil dans la rubrique s'inscrire. Vous devez saisir vos données et ensuite, faut vous laisser vous laisser guider et vous sélectionnez la DSN. Le président de votre club va recevoir un courrier qui va l'informer de votre démarche et vous pourrez alors effectuer vos déclarations en ligne au maximum sous 8 jours. Quand un capitaine est déjà inscrit pour un club, tous les capitaines s'inscriront ensuite, devront faire activer leur inscription pour consulter le mode opératoire. Pour consulter le mode opératoire. Donc, soit en demandant par courrier électronique à un capitaine déjà inscrit d'activer cette inscription, soit en saisissant eux-mêmes la clé d'activation qui aura été donnée au président par courrier. Alors, je pense que Sylvia me laisse la main et on s'excuse, il y a eu un petit couac. Donc, je vais prendre le relais. Alors, évidemment, la place sur le terrain est essentielle. Je suis désolée, excusez-moi. Elle définit les actions pouvant être effectuées, mais aussi la consultation des éléments qui sont transmis sur le tableau de bord DSN. Il est donc très important, avant d'ajouter un joueur, de définir son rôle sur le terrain, c'est-à-dire de savoir en amont ce qu'il va être habilité à faire, ce que vous voulez lui donner comme habilitation. Le menu personnalisé du joueur sera conditionné au rôle que vous lui attribuez dans ce cas. Le rôle du capitaine de l'équipe, c'est-à-dire l'administrateur net entreprise, c'est d'ajouter des déclarations, de valider la charte DSN, d'inscrire des nouveaux joueurs, ça fait aussi partie de son activité, et de décider qui prend quel poste en attribuant les habilitations. Il suit les actions de toute son équipe. Par exemple, en DSN, il est le seul à pouvoir consulter tous les retours transmis par son équipe. Ça, c'est un message qui est important aussi pour vous. Au niveau du joueur, c'est-à-dire le déclarant, ce dernier, il a un rôle plus restreint. Il est habilité par le capitaine, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc, le capitaine lui a donné des droits en fonction de ce qu'il peut ou non faire pour déclarer ou payer en fonction de son poste. En DSN, le joueur peut consulter les retours, mais que sur les dépôts que lui-même a effectués au préalable. Vous ne pouvez pas voir, en tant que déclarant, les retours de vos coéquipiers si vous n'avez pas le rôle d'administrateur. Sur cette diapo, comme vous pouvez le voir, il y a un résumé de ce qu'on vient d'évoquer. Donc, Sylvia et moi, vous avez la chance, on a préparé ça en duo. Donc, sous forme de schéma, la cinématique est assez claire et reprend les étapes à suivre pour s'inscrire à Net Entreprise. N'hésitez pas à l'utiliser dans le cadre pour vous aider et vous accompagner dans cette inscription. Sur le tableau de marquage, c'est-à-dire la page d'accueil de Net Entreprise que vous voyez à l'écran, eh bien seul le capitaine peut y accéder à l'espace entreprise que vous voyez. C'est à partir de cet espace qu'il pourra accéder à la gestion des établissements, des déclarations et des habilitations, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu juste auparavant. Petite astuce, quand vous êtes déclarant, pour retrouver et contacter votre capitaine, c'est-à-dire l'administrateur, bien sûr, on parle bien sûr de lui. C'est celui qui gère le compte sur la page d'accueil et vous pouvez voir son nom directement en haut à droite dans le petit encadré jaune, la rubrique Votre compte. Donc n'hésitez pas à y accéder quand vous ne savez pas vers qui vous référer pour obtenir une habilitation ou si vous avez un souci d'habilitation.
Un des premiers rôles du capitaine, hein, comme on l'a vu, c'est la gestion des joueurs, des déclarants. Il peut créer et supprimer un collaborateur dans l'espace entreprise en cliquant sur la gestion des déclarants que vous voyez juste là. Et c'est assez important d'ailleurs de bien le faire régulièrement lorsque vous avez un collaborateur qui part ou qui arrive, puisque ça permet aussi de bien gérer les informations qui sont enregistrées sur votre espace. Eh bien, sortir un joueur, c'est assez simple. Pour la suppression d'un joueur qui quitte l'équipe, un collaborateur qui s'en va, qui change de département, de service, le plus simple, c'est de sélectionner le joueur concerné et puis de supprimer tout simplement le profil grâce au signe corbeille que vous voyez juste là. Il faut faire attention toutefois, si vous sortez un joueur, vous supprimez également les droits à son profil déclaratif et donc les habilitations auxquelles il était inscrit au préalable. Pensez à transférer les droits vers un nouveau joueur ou bien vers un autre, ou bien d'en créer un si vous le perdez. Au niveau du poste de nouveau joueur, pour créer le poste de nouveau joueur, c'est là où on vous dit quand même qu'il est important de bien gérer aussi les joueurs qui sont enregistrés sur Net Entreprise, puisque si vous en avez beaucoup qui sont partis et que vous n'avez pas mis à jour ces données, je vous donne juste une information, ça peut vous bloquer, donc faites attention. Donc pour créer un nouveau joueur, vous sélectionnez l'onglet Nouveau déclarant avec une attention particulière. Quand vous créez un nouveau joueur, il est indispensable de renseigner son adresse. Et c'est très, très important puisque les éléments de connexion lui seront transmis directement par mail. Donc, une adresse mail à jour vous permet aussi d'avoir le suivi des informations correctes. Voilà, ça a rebasculé, vous le voyez sur grand écran. Et enfin, les consignes du nouveau joueur, vous cliquez sur gérer les habilitations, c'est-à-dire vous vérifiez si les droits déclaratifs sont actifs pour le nouveau joueur. C'est ce qu'on vous disait, vous donnez droit à quelqu'un d'accéder à une information, vous créez la personne, le joueur, et après, vous lui donnez les droits aux différentes habilitations que vous souhaitez lui donner. Je me répète, je m'en excuse. Donc, c'est une étape qui n'est pas toujours réalisée. Alors, faites bien attention parce qu'il pourra accéder qu'aux services déclaratifs que vous lui aurez donnés au préalable. Dans votre espace entreprise, vous sélectionnez l'onglet « Gérer les habilitations » pour pouvoir faire les démarches. Je laisse maintenant de nouveau la parole à ma collègue Sylvia, si elle veut bien, pour prendre la suite. Donc, juste pour terminer sur les modalités de la prise de licence, il faut savoir que les tiers déclarants ou les grands comptes, que pour les tiers déclarants ou les grands comptes, il est prévu une gestion adaptée avec possibilité d'une gestion par portefeuille ou d'une gestion de masse des habilitations. Donc là, on vous a mis un certain nombre de questions à vous poser en cas de changement. Donc, pour l'arrivée d'un joueur, vous devez vous poser comme question quelles actions devra-t-il effectuer, quel sera son périmètre déclaratif, s'agit-il du remplacement d'un collaborateur lors d'un départ d'un joueur. Donc, vous devez réaliser les actions nécessaires afin de sécuriser votre compte et vous devez donc vous poser également les questions suivantes. L'accès à son compte a-t-il été bloqué? Son périmètre doit-il être transféré ou les historiques ont-ils été enregistrés? Et puis enfin, si vous devez ajouter un SIRET, là aussi, vous devez vous poser les questions suivantes. Quelles déclarations devront être transmises par quel déclarant? Et vous devez également vous demander si d'autres SIRET doivent-ils être ajoutés. Alors, excuse-moi Sylvia, je voudrais juste être confirmé que tout le monde voit bien le support parce que moi, personnellement, je le vois en tout petit. Moi, je vois bien le support en grand cette fois. Excusez-moi. Ok, Pour ma part aussi. désolé. Merci Sylvia. Donc, tout bon sportif sait parfaitement l'importance d'avoir du matériel adapté. Donc, le matériel adapté, en l'occurrence pour nous, ce seront les logiciels de paye. Il est primordial donc de choisir son éditeur de logiciel, enfin son matériel et son logiciel de paye
En fonction, bien sûr, de l'organisation de l'entreprise, de sa taille, de ses besoins, de ses spécificités compte tenu de son secteur d'activité et bien sûr s'assurer que, le logiciel, permet, enfin est conforme à l'évolution de la norme, parce qu'il ne nous aura pas échappé que la norme évolue, rapidement et régulièrement, donc notamment en lien avec les évolutions législatives et les transferts de prélèvements, par exemple l'intégration du bonus-malus, à la DSN ou la collecte de la taxe d'apprentissage ou de la contribution à la formation professionnelle. Donc une charte de partenariat est proposée par les organismes de protection sociale, donc réunis au sein du GIP-MDS, hein. Donc qu'est-ce que signifie la signature à cette, charte, par un éditeur? Ça équivaut à une sorte de labellisation. Donc la signature de la charte DSN s'accompagne bien sûr, de l'engagement par l'éditeur d'appliquer des tests précis qui garantissent la qualité des DSN émises et donc en bout de chaîne, le respect des droits des salariés. Donc les signataires de cette charte figurent, dans une liste qui est consultable sur Net Entreprise, afin que vous puissiez voilà, vous assurer qu'ils figurent bien et qu'ils ont signé, la charte et donc proposent des logiciels conformes. Alors, si le logiciel est conforme, quand l'entreprise effectue ses déclarations, des contrôles sont systématiquement réalisés. Il est essentiel, bien entendu, de comprendre le fonctionnement de son logiciel et de s'approprier les paramétrages et leurs incidences. Donc sur le tableau de Net Entreprise, il est possible de visualiser un certain nombre d'éléments et d'aides, notamment le bilan de traitement qui va faire apparaître les anomalies et les validations aussi bien en données individuelles qu'en données agrégées, hein, donc en données, compilées et cumulées. Il est possible de générer une synthèse des anomalies dans le suivi des SN sous format de fichier, enfin sous forme de fichier Excel sur le compte en ligne, dès que vous en faites la demande pour pouvoir, les corriger. L'anomalie, elle, doit forcément être corrigée donc via des blocs régules. On aura largement l'occasion d'y revenir, soit en données individuelles ou en données agrégées, voire les 2 en fonction, de certaines situations. Il est possible aussi de contrôler ces anomalies par anticipation avant donc, l'échéance, au moment du dépôt de la DSN lorsqu'elle est réalisée avant l'échéance. De toute manière, les logiciels permettent systématiquement l'établissement de tableaux de bord qui, vont faciliter la mise en œuvre des contrôles internes au sein de l'entreprise. Et bien sûr, l'idée, c'est que régulièrement, les éditeurs proposent des améliorations ou des corrections les plus intégrées possibles. Alors, quels sont les éléments à considérer pour checker, j'allais dire, les logiciels de paye, hein? En résumé, les questions à se poser, vont être au moment de la mise en œuvre ou de l'achat d'un logiciel de paye, c'est quels sont les états de contrôle qui sont réalisés par les logiciels, par le logiciel de paye. En amont, est-ce que des contrôles sont possibles? Donc, des contrôles de saisie et des contrôles de cohérence avant même la mise à disposition, de la DSN. En effet, ça permet évidemment de corriger plus facilement les erreurs, et d'éviter les corrections, post-compétition, hein, donc a posteriori, après le dépôt. En aval, si l'intégration des équipements affiche des conseils et corrections reçus, comment est-ce que je les intègre? Quels sont les mécanismes présents qui vont me permettre de faciliter leur exploitation? Évidemment, quelles sont les fonctionnalités du logiciel de paye? Est-il possible de réaliser des signalements au fil de l'eau? Est-ce qu'il est possible de consulter les déclarations précédentes? Et si oui, à quelle fréquence? Quid de l'archivage qui est essentiel des données, l'archivage des données qui est essentiel compte tenu notamment des contrôles ou des régularisations qui peuvent être opérées plusieurs années après certaines fois. Est-ce que je peux du coup corriger facilement mes déclarations antérieures? Comment sont gérées les évolutions, hein, à quel rythme vont être intégrées les modifications, type, changement de code CTP ou, évolution des taux de cotisation? Et bien sûr, quels vont être les dispositifs de formation proposés et selon quelle fréquence? Une fois qu'on a vérifié son matériel, il va s'agir de rentrer dans le camp d'entraînement. Donc vous allez voir que Net Entreprise vous permet d'accéder à un certain nombre, de services qui, vous faciliteront la vie.
Donc, plus largement, ce que l'on va pouvoir trouver sur net, c'est centraliser un certain nombre d'informations, d'outils, de consignes qui va permettre de renvoyer, si vous voulez aller plus loin, vers des sites utiles de tous les organismes de protection sociale. Et net permet aussi de trouver l'information qui va vous permettre d'anticiper les évolutions de législation via notamment des simulateurs. C'est l'appropriation, donc vous trouverez sur net, les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale évidemment des salariés aux organismes et des administrations concernées également par ces évolutions. Mais net permet également d'effectuer ses déclarations, de régler ses cotisations de manière, sécurisée et relativement simple, évidemment de manière gratuite. Les tableaux de bord accessibles via net vont vous permettre, via les bilans de traitement, de contrôler les anomalies pour chaque partenaire. Il est impératif de les consulter et de comprendre les modifications qui sont attendues, avec toujours la possibilité d'effectuer des DSN annulaires en place pour corriger ces anomalies. Alors concrètement, on a vu que net regroupe en un lieu unique des sites utiles et des solutions utiles qui vont, je vais peut-être passer à la suivante parce que ça on l'a déjà évoqué, qui vont vous permettre concrètement d'accéder à différentes applis. Donc, je ne sais pas, on peut faire un focus sur Passero, puisque depuis cette année, le passage via Passero se fait, enfin, c'est le passage de la déclaration des revenus de remplacement se fait via Passero. Je vous rappelle qu'il existe également un guide sur urssaf.fr qui vous permet de retrouver tous les CTP liés aux revenus de remplacement, notamment, mais également les autres, et qui permet de décrire les modalités de régularisation. Vous y retrouverez également les consignes dédiées au paiement et on vous précisera à travers ce guide les comptes rendus disponibles et leurs utilisations. Point de vigilance, vous voyez que là, en raison on a une point de vigilance sur la fermeture du service AED. Voilà, à partir de fin 2023. Peut-être précision aussi pour les déclarants Passero, le dispositif à utiliser donc pour réaliser les appels de taux auprès de la DGFiP et maintenant le signalement d'amorçage à données variables. On y reviendra un petit peu plus tard. Voilà ce qui me paraît essentiel sur cette diapo-là. Le service. Donc les équipements, donc on était là sur les dispositifs ou les applis dédiés concernant les déclarations, les applis dédiées aux équipements de paramétrage et de contrôle. Donc là, petite alerte également sur Topaz, la fermeture de Topaz à fin 2024. Topaz étant l'appli dédiée qui permet aux collecteurs du prélèvement à la source, à DGFiP, donc déclarant via la DSN ou via Passero d'opérer un appel de taux unitaire, notamment lorsque le salarié est nouvellement embauché ou lorsqu'il s'agit d'un nouveau prestataire, afin de récupérer taux de prélèvement à la source personnalisé, ceci dès l'entrée de l'individu en dehors du rythme mensuel des déclarations, donc quand on ne le connaît pas. Donc ce service, fin 2024, ne sera plus mis à disposition. Passage obligé comme pour Passero, c'est bien le signalement d'amorçage à données variables qui doit être utilisé d'ores et déjà pour anticiper la fermeture de ce futur service. La récupération du Topaz, donc en dehors des retours de la DGFiP sur la DSN mensuelle, se fait via toujours ce signalement d'amorçage et est nécessaire notamment en cas d'embauche effective d'un individu sur lequel on souhaite obtenir le Topaz pour l'intégrer avant la première paye ou dès sa première paye, lors d'une embauche d'un individu suite à une mutation pour lequel on souhaite également obtenir son Topaz, dès lors que l'information, évidemment, n'a pas été transmise par son établissement d'origine. Net permet également donc le paiement des cotisations, donc le télépaiement sur Net Entreprise
la possibilité de modifier les mandats via le module mandat et le dispositif Cotizen qui permet de payer toutes les cotisations de retraite complémentaires sur une seule et même plateforme. Petit rappel, donc les employeurs privés sont redevables des cotisations et contributions sociales dès lors qu'ils versent un montant de cotisation supérieur à 7 000 € au titre d'une année civile. Donc au niveau de l'entreprise, ce seuil est apprécié, tout établissement confondu, sont tenus de régler exclusivement par virement bancaire, donc à compter de l'année suivante, dès lors qu'ils passent les 7 millions. Les employeurs qui ne sont pas tenus par cette obligation peuvent également, évidemment, payer leurs cotisations par virement. Donc pour ce faire, il faudra aller sur le site URSSAF et voilà, l'adhésion au prélèvement automatique se fait entièrement en ligne, évidemment sur mon compte ursaf.fr. Étant rappelé que le montant de chaque déclaration ou de chaque échéance, dans le cas d'un délai de paiement par exemple, doit être validé systématiquement à chaque fois afin que le prélèvement soit effectué pour les délais ou les moratoires qui peuvent être mis en place. Alors, il existe d'autres outils disponibles sous Net, d'autres outils connexes, notamment le compte ATMP qui vous permet d'avoir connaissance des mises à jour en temps réel des taux accidents du travail et maladies professionnelles, étant rappelé qu'un très grand nombre d'anomalies sont constatées sur les taux AT. C'est une des anomalies les plus fréquentes qui sont recensées. Donc, c'est un outil qui est mis à disposition par la CARSAT. Peut-être précision aussi sur ILIAS, l'instruction de la législation applicable à la sécurité sociale depuis, puisque c'est une petite nouveauté, je ne sais pas si on peut encore la considérer comme nouvelle, mais depuis le 1er janvier 2022, donc la mobilité des travailleurs salariés est gérée par le service mobilité internationale de l'URSSAF Caisse nationale. C'est un service en ligne, donc ILIAS, instruction de la législation applicable à la sécurité sociale, qui a été mis en place. Il permet d'automatiser l'instruction et la délivrance de certains certificats, donc c'est pour des salariés qui résident en France et qui vont travailler à l'étranger, salariés ou travailleurs indépendants. Donc ça permet la délivrance de certificats régulièrement appelés type A1, donc pour les pays de l'espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni, la délivrance des certificats bilatéraux pour certains pays qui ont signé un accord de protection sociale avec la France, des certificats de maintien à la sécurité sociale française. Voilà, ce service ILIAS en fait remplace l'ancien service DAE, détachement à l'étranger, qui était géré par la CEPAM. Donc la nouveauté du service, c'est qu'un formulaire interactif est disponible en ligne pour guider l'entreprise dans sa demande, sans prérequis forcément de connaissances juridiques, puisqu'il va vous accompagner tout au long en vous posant des questions sur combien de temps, où est-ce que va travailler le salarié, etc. La possibilité donc de pouvoir faire une demande, quel que soit le pays, la durée de la mise à disposition je ne vais pas dire détachement parce que c'est une notion juridique, mais en tous les cas, du déplacement du salarié dans un autre pays et la nature de l'activité de ce salarié à l'étranger. Voilà, et évidemment, les certificats sont disponibles en ligne si les conditions de délivrance sont respectées, mais vous pouvez aussi nous interroger sur la législation applicable dans votre cas d'espèce avec une possibilité d'avancement, de suivi d'avancement du traitement du dossier si une analyse est nécessaire. Alors, quelques services à valeur ajoutée disponibles sur Net. Alors, c'est plus trop d'actualité, mais il existait notamment un simulateur du bonus-malus, simulateur également disponible sur travail.gouv.fr. Donc la notification maintenant du taux de modulation, donc modulation du taux de contribution patronale d'assurance chômage a été réalisée en septembre 2023 par les URSSAF. Je vous rappelle, juste peut-être pour mémoire, donc le bonus-malus, ça consiste à moduler le taux de la contribution patronale d'assurance chômage, donc qui est actuellement de 4,05, qui va évoluer. Mais bon, il peut être donc soit revu à la hausse, c'est ce qu'on va appeler le malus, soit déterminé à la baisse. Là, on parle de bonus et on sera en bonus ou en malus en fonction du taux de séparation des entreprises de votre secteur d'activité. Qu'est-ce que c'est que ce taux de séparation? Ce taux de séparation correspond donc au nombre de fins de contrat de travail ou de mission d'intérim qui donne lieu
à l'issue du contrat, évidemment, hein, qui donne lieu à inscription à Pôle emploi. Donc, les démissions et les autres exceptions qui sont prévues par la réglementation ne sont pas comptabilisées. Donc, ce nombre de contrats qui ont pris fin et qui vont donner lieu à inscription à Pôle emploi est rapporté à l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Ce taux, hein, qui va être déterminé par entreprise, est ensuite comparé entre les taux de séparation, donc la même chose, des entreprises du secteur, pour tenir compte des pratiques en termes de recrutement et d'embauche de CDD de certains secteurs d'activité. Donc, il va être comparé au taux de séparation des entreprises du secteur d'activité, le taux de séparation médian, donc avec un taux limite, un taux limite plancher qui va être de 3, donc le taux de contribution patronale d'assurance chômage ne sera jamais inférieur à 3% et sera au maximum de 5,05%. Donc le bonus-malus, je vous le rappelle, ne s'applique pas à tout le monde, mais s'applique aux entreprises de plus de 11 salariés qui relèvent de certains secteurs d'activité dont le taux de séparation est particulièrement élevé, enfin en tous les cas est supérieur à 150%. Donc globalement, HCR, etc. Donc tout ça pour vous dire que la notification va être faite et que vous pouvez trouver, enfin, au moment de la connaissance de ce taux via un certain nombre de services fournis par des simulateurs possibles via Net Entreprise. Et je reprends donc la main afin de faire juste un petit rappel sur tous les portails qui sont à votre disposition, hein, de nos membres et partenaires, hein. Bien sûr, vous retrouvez l'URSSAF avec tous les liens qui seront disponibles, bien sûr. Il y a le PEPS qui est pour les entreprises publiques. Pour les experts comptables, vous avez directement votre espace dédié. Vous avez également le régime agricole. À ceux qui sont affichés à l'écran, je tiens aussi à vous rappeler que vous avez également le site amélie.fr, rubrique entreprise, hein, qui est également à votre disposition et on vous invite vivement aussi à le consulter dans le cadre de vos démarches qui sont liées à l'assurance maladie et puis même dans le cadre des préventions puisqu'il y a beaucoup d'actualités qui sont disponibles et qui sont mises à jour régulièrement. Vous y retrouvez les démarches, les procédures, bien sûr, et puis également les téléservices qui sont utiles dans la gestion de votre quotidien. Donc, n'hésitez surtout pas à y accéder quand vous avez des démarches ou des questions, tout simplement, qui peuvent rapidement trouver réponse sur ce site-là. Alors, une nouveauté, hein, puisque il ne vous aura pas échappé que les modalités de la taxe d'apprentissage et du solde de la taxe ont été modifiées. Donc, via Net, vous avez également accès à Soltea, hein, au service Soltea. Qu'est-ce que c'est que Soltea? Je vous rappelle que c'est la plateforme qui va permettre de répartir le solde de la taxe d'apprentissage vers les établissements scolaires, hein, à laquelle vous souhaitez verser cette contribution. Donc, un nouveau délai a été accordé aux employeurs, hein, pour affecter le solde de la taxe jusqu'au 9 novembre. Le fléchage des fonds, Soltea va permettre en fait le fléchage des fonds, les fonds donc de les répartir. La plateforme me permet d'avoir accès donc de permettre de répartir les fonds de la taxe d'apprentissage et de choisir les établissements scolaires habilités à les recevoir ou les formations auxquelles vous souhaitez affecter ce solde. Juste petit rappel, hein, la taxe d'apprentissage est constituée de deux parts. La part principale qui finance les formations par apprentissage, le solde dont on vient de parler, qui finance le développement des formations initiales, technologiques et professionnelles et l'insertion professionnelle. Donc, depuis cette année, fin 2023, la déclaration de la taxe se fait en DSN, aussi bien s'agissant de la part principale, puisqu'elle est versée elle mensuellement, hein, que le solde qui est recouvré annuellement en exercice décalé, puisque la première collecte de l'URSSAF a concerné la masse salariale 2022 et le solde a été versé sur la DSN d'avril, donc en 2023. Voilà, sur la taxe d'apprentissage, on ne va peut-être pas trop s'y attarder, puisque c'est un peu terminé pour cette année en tous les cas. Alors, le compte entreprise. Donc au niveau. C'est pour toi, Sylvia. Oui, c'est ça. Donc on va y arriver.
Donc au niveau de l'assurance maladie, la nouveauté 2023, donc c'est le compte entreprise. Hein. Donc l'assurance maladie vous propose un nouveau téléservice sécurisé et centralisé qui va s'enrichir au fil des mois. Aujourd'hui, il vous permet donc de déposer des justificatifs pour le traitement des indemnités journalières et de transmettre les périodes de congé paternité si vous ne faites pas de signalement en DSN. Pour accéder donc à ce service, vous devez activer le téléservice compte entreprise donc que vous retrouvez donc sur le portail Netter. On vous rappelle que vous devez être habilité aux 2 téléservices, c'est-à-dire le compte entreprise et l'attestation de salaire en ligne. Hein, c'est-à-dire que sur la page d'accueil Netter, vous devez avoir donc les 2 vignettes, attestation de salaire et compte entreprise. Donc cette double habilitation donc est obligatoire pour accéder donc au compte entreprise. Et puis donc une fois que vos habilitations elles sont à jour, donc là on vous a mis un pas à pas pour déposer vos pièces justificatives. Donc vous allez cliquer sur déposer vos justificatifs d'indemnité journalière, puis ensuite en quelques clics vous allez pouvoir créer un dossier. Vous allez tout d'abord indiquer votre numéro de sécurité sociale. Vous verrez, hein, le nom et le prénom va s'afficher automatiquement. Vous allez ensuite définir l'absence, hein, c'est-à-dire si votre absence est une absence maladie, maternité, paternité, accident du travail. Vous allez cocher le motif de création du dépôt. Et puis ensuite, vous allez télécharger votre pièce qui doit être au format PDF uniquement. Et puis, vous verrez, très pratique également, une zone de commentaires si besoin. Ensuite, vous allez envoyer donc votre pièce. Et là aussi, hein, au niveau, le compte entreprise est un service fiable, hein, puisque l'envoi est quasiment instantané et il sera routé directement à la caisse dont dépend votre salarié. Et puis, vous avez aussi une traçabilité côté employeur de l'envoi de vos pièces. Maintenant, on va faire un petit point sur la fiabilisation des données. Donc, la fiabilisation des données repose sur 5 leviers. Tout d'abord, premier levier, la conception de la norme DSN, hein, la norme DSN que vous retrouvez dans le cahier technique. Et donc, le fichier DSN généré par votre logiciel de paye doit être compatible avec cette norme. Ensuite, vous avez le deuxième levier, c'est les contrôles de la norme à l'émission de la DSN. Donc là, on va contrôler donc que le fichier donc généré par votre logiciel de paye soit bien compatible avec la norme. Et s'il est compatible, vous allez recevoir donc un certificat de conformité va être délivré. Ensuite, vérification de la bonne implémentation dans les logiciels de paye. Donc là, vous allez vérifier, donc l'employeur doit vérifier que toutes les nouveautés ont bien été prises en compte donc dans les logiciels de paye. Ensuite, chaque organisme effectue des contrôles métiers pour vérifier si les données transmises sont correctes par rapport à celles attendues. Et donc là, vous allez pouvoir consulter les comptes rendus métiers sur votre tableau de bord pour voir si vous avez des anomalies. Et puis, dernier levier, donc ce sont les campagnes de fiabilisation menées par les organismes de protection sociale. Donc, comme pour toute bonne compétition, pour réussir un match, il faut d'abord s'entraîner. Donc, pour la DSN, c'est pareil. Pour remplir correctement votre DSN, il va falloir préparer au mieux vos données de la paye. Donc, à disposition des joueurs, il y a différentes données, à savoir les données identifiantes, donc qui sont le SIRET pour l'établissement et le NIR pour l'individu. Il y a des données financières qui peuvent être agrégées
si elles sont au niveau de l'établissement ou nominatives si elles sont directement rattachées à un individu, par exemple le contrat de travail. Ces données sont relatives au dépôt, au logiciel utilisé, au déclarant. Elles sont également relatives à l'entreprise et à l'établissement déclaré. Il y a également des données relatives à l'individu, à son identité, le montant des revenus d'activité, qu'ils soient bruts ou qu'ils soient nets, le montant des revenus de remplacement, retraite, chômage, indemnité journalière, etc., etc., le montant des cotisations et des contributions, qu'elles soient côté patronal ou côté salarial, les caractéristiques du contrat de travail et les données des arrêts de travail. Il y a différentes phases de jeu. La première phase, c'est qu'il faut utiliser le bon SIRET et le contrôler. Il existe un service à votre disposition pour contrôler les SIRET, donc qui s'appelle Contrôle SIRET. Deuxièmement, il faut utiliser le bon NIR et également le contrôler. Donc, vous avez également la possibilité de faire vérifier par vos salariés auprès de ces caisses si jamais il y a une anomalie sur son NIR. C'est bien au salarié de voir avec sa caisse d'assurance maladie pour corriger les éventuelles anomalies sur le NIR. Et troisièmement, il faut contrôler le fichier. Vous avez pour cela des outils à votre disposition dans NetEntreprise. Donc, ces outils, ce sont le DSN Control SIRET dont je viens de vous parler, la table des nomenclatures, où vous trouvez toutes les codifications, les différentes mises à jour et où vous pouvez télécharger les différents taux. Vous avez également le tableau de bord DSN NetEntreprise qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble des DSN mensuels et des différents signalements d'événements transmis. Vous avez DSN Val qui vous permet de contrôler et de fiabiliser les données DSN. C'est un service gratuit et en local sans préjuger de l'acceptabilité ultérieure. Et vous avez aussi DSN FPEC qui permet de contrôler des données de la DSN au regard de la ou des fiches de paramétrage OC. C'est mis à disposition par les organismes complémentaires et c'est directement ou indirectement lié. Et maintenant, on arrive au match. Alors, le match, la déclaration. Donc, 3 types d'actions vont constituer la déclaration. D'abord, l'amorçage des données variables, donc en amont de la première paye, lorsque le salarié vient d'être embauché et qui n'apparaît pas encore en DSN. La transmission mensuelle des données qui vont être issues de la paye et qui vont permettre d'alimenter tous les organismes de protection sociale. Les signalements d'événements qui vont être transmis au fil de l'eau, donc avec une attention particulière sur ces signalements, puisqu'ils vont avoir un impact sur le droit des salariés. Avec, vous voyez, le fait qu'ils vont nous transmettre un événement de vie du salarié, mais ne vont pas véhiculer de cotisation. Et bien sûr, la transmission mensuelle dématérialisée qui va être le prolongement et la communication des informations qui sont données dans le bulletin de paye, donc et à la date d'exigibilité du 5 ou du 15 du mois suivant, qui vont permettre notamment d'impacter soit les fins de contrat de travail unique, donc pour permettre à Pôle emploi d'avoir les informations à la DARES, soit les arrêts de travail avec une destinataire, effectivement, notamment la CPAM ou éventuellement la MSA. Selon la nature de l'activité de l'entreprise, la MSA étant l'équivalent de l'URSSAF, mais côté agricole. Alors, le signalement d'amorçage de données variables dont on a largement parlé déjà, donc il est mis en place au moment de l'embauche du salarié qui n'apparaît pas encore en DSN, c'est-à-dire avant sa première paye. Donc, il permet de préparer la paye, il permet de transmettre en amont de la DSN mensuelle les informations utiles qui vont pouvoir avoir un impact sur le calcul notamment du PASS. Il permet également d'effectuer l'affiliation du salarié auprès des organismes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire. Il va également permettre d'obtenir par anticipation le fameux BIS, le bilan d'identification du salarié. Il permet aussi de récupérer le numéro du contrat de travail
précédemment déclarés lorsqu'on n'y a pas eu accès, hein, lorsqu'on n'a pas accès à cette information, et permettre ainsi un chaînage correct lors d'une mutation ou d'un changement de tiers déclarant ou un changement de logiciel déclaratif. Donc, qui permet d'assurer une continuité dans la carrière du salarié essentiellement. Donc, je rappelle que cet usage du signalement d'amorçage vient se substituer au service Topaz, hein, on a vu ça un petit tout à l'heure, qui sera arrêté fin d'année 2024. Alors, la DSN, une fois la déclaration faite, un certain nombre de contrôles vont être réalisés au moment du dépôt. Donc là, 2 types de contrôles, hein, le contrôle non bloquant qui n'empêche pas la transmission de la DSN et les contrôles bloquants qui, eux, vous allez tout de suite le voir, vont rejeter la DSN. Donc ces contrôles bloquants ont pour objet de vérifier toujours, hein, la cohérence entre la maille agrégée, c'est-à-dire la maille de l'entreprise, et la maille nominative ou individuelle. L'idée étant qu'on soit le plus fin possible et les deux doivent être cohérents, évidemment, mais la maille individuelle va venir impacter les droits du salarié. Donc c'est essentiel. Donc en l'absence de contrôle bloquant, la DSN est réputée transmise, hein, et évidemment, s'il y a un contrôle bloquant, elle est rejetée et il va falloir faire des modifications. Mais après la transmission de la DSN, il est essentiel, même si elle n'est pas rejetée, d'analyser les anomalies et d'étudier ou d'analyser les comptes rendus métiers pour procéder à d'éventuels ajustements. Toujours s'assurer de la cohérence entre la maille agrégée et la maille nominative. Je rabâche, mais quelles que soient les cotisations concernées. Donc les contrôles vont se faire comment au moment du dépôt? Grâce au cahier technique qui est mis à disposition de l'ensemble des partenaires et qui vont renvoyer à des fiches de paramétrage, donc avec des rubriques pour vous aider à paramétrer correctement le logiciel de paye. Vous disposez également, j'en ai déjà parlé, mais c'est la Bible où vous allez pouvoir retrouver des informations. Donc c'est un peu ardu évidemment au démarrage, mais une fois qu'on a appréhendé l'utilisation de ces outils, ça devient indispensable. Donc le guide URSSAF, hein, qui est complémentaire au cahier technique, puisque le guide va vous accompagner dans l'établissement des déclarations, et notamment vous allez vous retrouvez vos informations par rubrique avec l'utilisation des CTP et les principes et modalités de régularisation. Le guide propose également, ou en tous les cas vont vous permettre de pouvoir de trouver les modalités de paiement qui sont associées à l'utilisation du télépaiement et vont récapituler les offres à votre disposition pour consulter les données de votre compte. Vous allez pouvoir retrouver les différents rubriques accessibles, pardon, et vous permettre de retrouver le chemin pour y avoir accès. Par contre, qu'on soit bien au clair sur ce type de document, vous ne retrouverez pas tout ce qui va être aspect réglementaire et législatif, qui, eux, sont disponibles, notamment via les sites habituels, hein, du BOSS, en l'occurrence, site de référence, mais sur le site ursaf.fr. Donc c'est essentiellement axé sur les pratiques déclaratives. Un petit zoom sur le montant d'aide sociale, hein, puisque c'est les temps forts de l'année 2023. Donc, le montant d'aide sociale, je vous rappelle, qui correspond aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité doivent déclarer, donc c'est vos salariés, hein, doivent déclarer, pour que soit calculé le montant des prestations auxquelles ils ont droit. Donc l'objectif de l'afficher clairement, hein, puisqu'ils avaient déjà à le faire avant 2023, mais là, l'objectif de l'afficher clairement dans les documents remis aux salariés, notamment son bulletin de salaire, puisque depuis le 1er juillet 2023, le montant net social figure sur les bulletins de salaire. Ça va permettre évidemment de simplifier les démarches des bénéficiaires, et de faciliter le remplissage des déclarations de ressources. Puisque, je vous rappelle, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais les allocataires pour bénéficier du RSA ou de la prime d'activité doivent déclarer chaque trimestre à la CAF, donc le montant de leurs ressources, mais sans parfois savoir quel est le montant exact à déclarer. Parce qu'il n'y a pas de montant de référence, sur lequel se baser, sur les bulletins de salaire et que parfois ils sont obligés de faire des recalculs qui sont plus ou moins justes, ce qui engendre, des régularisations, soit de rappel ou d'indu par la CAF, pardon, dans le versement des prestations.
Donc l'objectif, c'est effectivement de simplifier. Je vous rappelle que le montant net social, hein, c'est la rémunération brute versée par un employeur, auquel on déduit les cotisations et contributions sociales salariales obligatoires et auquel on va rajouter les contributions de l'employeur au financement facultatives, hein, et supplémentaires, donc sous-entendu non collectives. Ça va constituer le montant net social. Bon, ce projet, hein, s'inscrit c'est une des premières étapes du programme de l'État qui s'appelle Solidarité à la source, qui vise à améliorer l'accès aux droits des citoyens. Alors peut-être pour faire simple, juste vous dire que dès 2024, la valorisation du net social via la norme DSN va devenir obligatoire. Elle va se faire, vous le trouverez sur le guide, hein, elle va se faire via le bloc qui s'appelle l'élément de revenu calculé en net, le S21.G0.68 pour les experts. Vous le retrouverez sur le guide URSSAF, mais ce qui suppose que dorénavant, nous avons 4 nets sur le bulletin de salaire, hein, le net social, le net à payer, le net fiscal et le net versé. Je laisse la main, Sylvia, pour le temps partiel. Oui, sur le temps partiel thérapeutique, puisque ça concerne l'assurance maladie. Donc, on va dire un temps fort qui était prévu donc sur la saison 2023, hein, qui va être qui a été un petit peu repoussé. Donc, un petit rappel, hein, après blessure et un arrêt de jeu pour motif maladie ou accident du travail, donc un joueur peut reprendre une partie à temps partiel pour motif thérapeutique, et ça s'inscrit donc dans le cadre d'une réinsertion progressive. Et puis pendant donc la durée de son temps partiel thérapeutique, il va percevoir une indemnité journalière versée donc par la sécurité sociale. En accident du travail, maladie professionnelle, le temps partiel thérapeutique est appelé travail aménagé ou à temps partiel. Cependant, en DSN, la notion de temps partiel thérapeutique s'applique également aux accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, comme vous le savez certainement, hein, vous pourrez donc déclarer prochainement le temps partiel thérapeutique en DSN. Pour l'instant, donc sa prise en compte en DSN est suspendue. Le temps de réaliser des réglages supplémentaires. Donc actuellement, pour percevoir, donc pour que vos salariés perçoivent les indemnités journalières, vous devez continuer à saisir vos attestations de salaire sur Net Entreprise. En revanche, donc chaque mois, vous pouvez rentrer les informations du temps partiel thérapeutique dans les blocs 60 et 66. Mais donc je rappelle, hein, ça va pas suffire pour le traitement des temps partiels thérapeutiques au niveau de l'assurance maladie, et donc continuer aujourd'hui à donc transmettre une attestation de salaire via Net Entreprise. Alors, la déclaration, un autre temps fort de cette année 2023, hein, a été la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, ou autrement appelée la DOETH, puisque, pour mémoire, si une entreprise compte plus de 20 salariés, elle doit employer, ou en tous les cas, si elle n'emploie pas, au minimum 6% de travailleurs handicapés, elle va devoir verser une contribution annuelle. Donc celle-ci sera calculée et déclarée évidemment par chaque entreprise et sera versée le 5 ou le 15 mai pour l'année suivante, donc période d'emploi d'avril. D'autres possibilités existent pour remplir cette obligation d'emploi de personnel handicapé, comme faire appel à des établissements de services d'aide par le travail, en achetant des produits ou avoir des prestations de ce type-là, mais on peut avoir des dépenses aussi directes qui donnent droit à un certain nombre de réductions du montant de la contribution. Bon, le calcul est un petit peu complexe, mais je pense que vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance, ou en tous les cas, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, tout employeur, quel que soit son effectif,
quel que soit son effectif, même s'il ne doit pas la contribution, hein, doit déclarer tous les mois les informations qui sont relatives aux bénéficiaires, donc même s'il ne doit pas la contribution, j'insiste. Donc cette donnée est indispensable parce qu'elle va permettre aux URSSAF, hein, de calculer en chaque début d'année les effectifs de travailleurs handicapés présents dans l'entreprise au cours de l'année précédente pour bien vous informer si oui ou non, enfin on vous le dira pas si vous ne l'êtes pas, mais vous informer si vous êtes redevable de la contribution. Donc la déclaration doit être réalisée au niveau du bloc S21.G00.40. Donc on a au sein de cette rubrique il convient d'alimenter le statut BOETH de la DSN pour permettre le calcul de l'effectif. Peut-être juste petit rappel, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, hein, la déclaration et le versement de cette contribution obligatoire sont effectués une fois par an par un seul de ces établissements. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les différentes instances du GIP au cours du premier trimestre 2024 pour rappeler éventuellement les règles et répondre aux questions de calcul de la contribution, voire de répondre aux questions sur la déclaration. Alors, on a vu l'importance du match. Maintenant, l'après-match, c'est pareil, hein, tous les coachs sauront qu'il est essentiel d'analyser les réalisations qui ont été faites. Donc là, à chaque DSN, hein, il va être essentiel d'effectuer des contrôles afin de pouvoir corriger les remarques ou les anomalies qui vous sont remontées. Donc, s'il s'agit d'une obligation réglementaire, évidemment, le but, c'est de fiabiliser les données et bien entendu, hein, je l'ai déjà dit, mais au final, de s'assurer de la cohérence et du respect des droits à la retraite, à la maladie des salariés, droits à prestations diverses. Donc si une erreur et puis de le faire le plus en amont possible, bah, pour éviter de revenir sur les périodes antérieures systématiquement pour remettre les déclarations d'équerre. Donc si une erreur est détectée avant la déclaration, hein, avant une DSN annulaire en place peut toujours être émise jusqu'à la veille du jour de la date d'échéance. Si l'erreur, par contre, est détectée après le dépôt de la DSN et surtout de la date d'échéance, hein, la correction doit être faite lors de la déclaration du mois suivant, en précisant bien sur la période d'emploi concernée, c'est-à-dire sur quelle période porte la correction. Donc, on distingue plusieurs types d'erreurs. Les deux plus importantes qui vont être les erreurs d'identification du salarié et les autres, j'allais dire, qui ne concernent pas forcément les identifiants salariés. Donc, s'agissant des erreurs d'identification, il est nécessaire de passer par ce qu'on appelle les blocs changements, donc en dur pour que l'identité du salarié soit mise à jour. S'agissant des autres types d'erreurs déclaratives, de taux, etc., de possibilités, soit on procède à une DSN annulaire en place, soit on utilise la méthode différentielle, c'est-à-dire qu'on va déclarer la différence entre ce qui aurait dû être fait initialement et la correction apportée, sachant qu'il est toujours plus simple de procéder plutôt par annulaire en place. On fait un moins sur la ligne que l'on veut annuler et on recrée la bonne ligne, ce qui évite parfois, les erreurs parfois de réception des bonnes données et la bonne appréhension de la régularisation. Donc les différents moyens pour signaler les fautes, hein, on en a déjà parlé. Donc on a déjà dit qu'en l'absence de carton rouge, hein, la DSN, puisque vous voyez qu'il y a des cartons jaunes et des cartons rouges, donc des choses bloquantes et d'autres non. Donc en l'absence de carton rouge, donc d'éléments bloquants, la DSN est réputée transmise, mais des cartons jaunes, donc des signalements, peuvent être réalisés ultérieurement. Donc là, vous avez à votre disposition différents supports et informations qui vont valider totalement ou partiellement ou bien invalider les données transmises pour permettre les modifications ou les corrections. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous référer aux accusés d'enregistrement électronique, essentiel de vous assurer que vos déclarations ont bien été enregistrées. Les certificats de conformité, toujours vérifier le bilan d'identification des salariés, les bilans de contrôle interdéclaration et bien sûr les comptes rendus métiers. Je vous en montrerai, enfin on abordera quelques-uns et leur importance.
Donc ce n'est pas parce que la DSN n'est pas rejetée qu'il n'y a plus rien à faire. Je sais que c'est long et parfois fastidieux, mais il est vraiment indispensable d'examiner et d'analyser les supports et informations pour s'assurer voilà, que les paramétrages ou les modifications qui sont à réaliser. Donc, on vient de parler, on a dit qu'on avait des comptes rendus métiers, les fameux CRM, hein, qui sont remontés par les différents organismes suite aux contrôles qu'eux-mêmes ont effectués en interne via leur propre système d'information. Donc, ces comptes rendus métiers, on va en avoir quelques-uns. Donc là, on rappelle qu'il est essentiel de les traiter et qu'il s'articule évidemment avec le suivi DSN, qui est un autre outil qui est mis à disposition, qui va vous proposer une aide à la correction. Donc, à la réception des données de la DSN, chaque organisme de protection sociale va intégrer les éléments transmis dans son système, va vérifier la cohérence des données que vous avez transmises dans les déclarations afin d'en garantir la fiabilité. Par exemple, vous allez déclarer un taux AT, on parlait tout à l'heure du taux AT, nous, des flux interviennent dans notre système d'information pour nous communiquer le dernier taux AT connu par la CARSAT ou déterminé par la CARSAT. Donc, on va avoir un système de cohérence entre le taux déclaré et nous, le taux connu dans notre système d'information. Et on prendra toujours le dernier taux CARSAT connu, ce qui peut engendrer des demandes de régularisation et bien entendu des anomalies. Donc, suite à cette analyse, chaque organisme destinataire de vos DSN vous met à disposition ce compte rendu métier normalisé, le CRM, qui est disponible, accessible via le tableau de bord, pour vous préciser le type d'anomalie constatée et vous indiquer les corrections à effectuer. Donc, il est évidemment essentiel de traiter ces anomalies qui sont mises à disposition à chaque sortie de DSN ou à chaque signalement transmis pour effectuer les corrections, bien sûr. Donc, vous y avez accès, ces CRM sur Net Entreprise, via votre tableau de bord DSN et après vous cliquez sur la DSN, la date de DSN choisie. Donc, les éditeurs ont toujours la possibilité de proposer à leurs clients les corrections nécessaires sur les DSN transmises directement dans le logiciel de paye. Des avancées sont en cours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'intégration en temps réel est toujours un objectif des éditeurs de paye pour automatiser les régularisations. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors, quelques exemples de CRM. Le CRM, donc le 118 qui concerne les effectifs. Donc, effectifs utiles, on l'a vu puisqu'on a dit que c'était les entreprises de plus de 11 ou de plus de 20 tout à l'heure pour la déclaration de l'OETH ou de la, je sais pas, par exemple, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Donc, on va avoir une notion d'effectif qui va entrer en ligne de compte. Donc, à travers les éléments que vous allez nous indiquer en DSN, on va déclencher ou non ou en tous les cas alimenter notre système d'information comme quoi ces contributions sont dues. Donc, il est particulièrement important de traiter, y compris si vous ne les devez pas, ces CRM pour vous assurer que l'URSSAF va bien prendre en compte le bon effectif et que vous l'avez bien déclaré dans votre DSN et pas vous demander des cotisations ou contributions que vous ne devez pas. Et pour éviter les échanges parfois avec nos services pour expliquer que finalement elle n'est pas due et on va vous demander de modifier la DSN, mais de le faire plutôt en amont. Donc, le CRM concernant les effectifs qui est essentiel, puisqu'il va engendrer chez nous l'attente, en tous les cas, de certaines déclarations liées à certaines contributions et évidemment le paiement associé. Les CRM, donc 119 et 120, donc vous déposez la DSN plusieurs jours avant l'échéance, quand c'est possible, évidemment. C'est toujours la même chose, vous découvrez les anomalies à corriger. Vous avez le temps de faire une nouvelle DSN. Donc, à ce moment-là, le CRM 119 va préciser les données agrégées de la période courante et des éventuels blocs de régularisation que vous aurez réalisés sur cette période. Et si la DSN est réalisée à la date d'échéance ou après l'échéance, donc vraiment dernière limite, il n'y aura pas de CRM 119 puisqu'il est en amont de l'échéance. Vous déposez la DSN donc à l'échéance et pas plusieurs jours avant comme tout à l'heure.
vous découvrez que vous avez des anomalies à corriger. Là, c'est ce qu'on a dit, hein, vous devez effectuer des blocs régules ou des blocs changements selon si ça concerne des données d'identification ou des salariés ou d'autres données dans la prochaine DSN, donc le mois suivant. Donc sur le CRM 120, là, vous aurez bien une synthèse des données individuelles et des données agrégées qui va mettre en évidence les cotisations courantes et les blocs régules qui ont été effectués. Le CRM 121, donc c'est le compte rendu métier identité qui est mis à disposition des déclarants donc en parallèle du BIS, le bilan d'identification des salariés. Donc il précise aux déclarants DSN les écarts entre l'identité des individus tels que transmises dans la DSN mensuelle et le versant ou le pendant, en tous les cas, qui va permettre la comparaison, ce sont les informations qui sont connues dans le système national de gestion des identifiants, le SNGI. Et cette comparaison va permettre l'ouverture et le calcul des prestations sociales, donc retraite, allocation, logement, d'où l'importance de s'assurer de la cohérence entre ces données. Donc le CRM 121 est mis en place pour préciser donc les écarts au niveau notamment du NIR, qui va être la référence, le numéro d'inscription au répertoire, le numéro de sécurité sociale, pour identifier le salarié, le nom de famille, la date de naissance, mais également faciliter la prise en compte par les logiciels des remontées aux déclarants, puisqu'on va s'assurer que le chaînage est bien identifié et pour vous indiquer clairement les actions qui sont attendues pour corriger les écarts détectés dans le cadre de ce CRM et des écarts qu'il peut y avoir entre les données d'identification de la DSN et ceux du SNGI. Donc là, vous vous rendez bien compte que la bonne prise en compte des retours contenus dans ce CRM est essentielle, puisque les écarts qui ne seraient pas corrigés pourraient entraîner pour les individus concernés soit une mauvaise reconstitution de leur carrière, de leurs ressources pour éventuellement droit ou non à prestation, et de fausser l'alimentation de leurs droits en matière de protection sociale. On en a un petit peu parlé, le CRM du bonus-malus, donc c'est le numéro 117 en l'occurrence. Donc les entreprises éligibles obtiennent leur taux assurance chômage modulé de manière annuelle via la notification de l'URSSAF qui a eu lieu en septembre. Donc les déclarants et les tiers déclarants de ces entreprises obtiennent ces informations via un compte rendu métier présente dans le tableau de bord DSN. Donc, je crois qu'il y avait une question sur j'ai pas reçu ma notif de mon taux d'assurance chômage. Vous le retrouverez dans ce CRM, mais si besoin, n'hésitez pas à mettre votre sirette dans les questions ou de les communiquer à l'équipe du GIP. Je regarderai individuellement votre dossier à la personne qui a posé la question, mais vous y avez accès sur votre compte rendu métier. Voilà, bon, je vous rappelle en complément, un nouveau service sera mis à disposition des entreprises qui va comprendre la liste des séparations. Donc, je vous rappelle que c'est l'élément constitutif de votre entreprise qui est comparé à celui de votre secteur d'activité qui va déterminer si oui ou non vous êtes en bonus-malus, étant rappelé que toutes les entreprises ne sont pas concernées, mais un certain nombre quelques secteurs d'activité listés par les textes. Mes droits sociaux, je voudrais juste faire un petit focus puisque mes droits sociaux, donc mesdroitssociaux.gouv.fr va permettre à l'ensemble des salariés de consulter leurs droits, leurs ressources, les données les concernant et concernant leur activité professionnelle et va même permettre de pouvoir simuler les éventuelles aides auxquelles ils ont droit. Donc l'idée, ça vous impacte un petit peu moins directement, mais c'est bien de connaître ce service et peut-être d'inciter vos salariés à créer leur compte via France Connect pour avoir accès à le nombre de trimestres cotisés au jour d'aujourd'hui. Enfin, vous avez tout un accès à toutes les informations personnelles des salariés. Donc, c'est un service évidemment gratuit qui est destiné à toutes les personnes qui souhaitent se renseigner sur les principaux droits sociaux et puis les accompagner dans leur démarche.
Donc, je vous rappelle, il faut créer son compte via France Connect pour avoir accès aux prestations familiales, savoir si on a droit à des prestations familiales ou voir le montant des prestations servies, logement, maladie, les minimums sociaux, ses droits à retraite, où est-ce qu'on en est de ses cotisations. Donc, le portail vise à faciliter l'accès aux droits sociaux et en étant un point d'entrée unique pour l'usager et permettre ainsi de lutter contre les multiples situations de non-recours aux droits. Hop. Eh bien, je pense que c'est à toi, Julien, Superbe. pour les conseils du GIP. Allez, conseil du GIP. On refait le match. Donc, merci Malika. Juste, je vais vous demander une petite participation avec l'onglet réagir pour savoir si tout le monde m'entend et si tout le monde est toujours super concentré. Comme ça, au moins, on est sûr que je ne parle pas dans le vide. Impeccable. J'aurais préféré des petits cœurs, mais les pouces, ça me va bien aussi. Impeccable. Je ne vous ferai pas, donc, pour ceux qui ont la référence, le on refait le match de notre gène. Hein, ça risque de casser un petit peu les oreilles. Oh là là, fou, ça c'est trop là, je vais m'évanouir là. Merci à tous et à toutes. Donc, on va passer en revue un petit peu tout les dernières choses sur lesquelles il faut faire attention au niveau de la DSN. On sait qu'il y a beaucoup de... Ah, on n'entend plus. Si, on m'entend. Si, apparemment, tout le monde m'entend. C'est un de mes collègues qui me spécifie qu'il ne m'entend plus. C'est-à-dire qu'il ne me supporte plus. OK. Donc, on vous a parlé depuis le début de la qualité de jeu avec le parallèle avec le sport. Vous avez compris que la qualité dans la DSN, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous les acteurs qui gravitent autour de cette sphère déclarative dans la DSN. Donc, en premier lieu, bien évidemment, on a les éditeurs de logiciels de paie. Derrière, tout ce qui va être déclaré par les gestionnaires de paye, la responsabilité aussi de Net Entreprise vis-à-vis de tout ce que vous remontez, de traiter correctement, de vous faire remonter les bonnes infos, un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui également. La responsabilité des différents organismes de protection sociale, vous l'avez eu ce matin avec la CERPAM, l'URSSAF et moi-même pour la CARSAT. Et enfin, l'assuré aussi ou la locataire qui joue son rôle afin de bien communiquer les éléments auprès de son employeur. On va le voir sur les diapos d'après. Alors, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. S'il y a une erreur dans les données qui sont transmises dans la DSN, le GIGN ne va pas débarquer, vous inquiétez pas. Avec la loi dit OUPS, vous avez ce droit à l'erreur qui est reconnu et donc la possibilité de corriger cette même erreur dans l'échéance suivante. Donc, la DSN du mois principal déclaré au mois plus 1 sans risquer de pénalité derrière. Alors, pourquoi on vous demande et pourquoi on insiste sur cette qualité de la DSN? Parce que s'il y a des erreurs, directement derrière, il va y avoir un impact sur ces données, sur les salariés et leurs droits aux prestations. Donc, par exemple, ça peut être, comme vous l'avez à l'écran, la qualité des données sur des droits maladie, du chômage, des retraites, des droits à congé pour les entreprises qui sont adhérentes aux caisses de congé, du BTP, du transport ou autres. Des simplifications pour les démarches des citoyens pour des prestations de solidarité, le prélèvement à la source, bien évidemment des recouvrements de cotisations, etc., etc. Donc, une nouvelle fois, c'est important. Chaque maillon de la chaîne participe à la qualité nécessaire et donc tout est important. On vous invite, à consulter également la base de connaissances. Donc cette base de connaissances, elle comporte des fiches consignes qui détaillent les règles déclaratives et les modalités applicables. Donc n'hésitez pas, quand vous avez le temps ou vous posez des questions, à aller faire un tour sur cette base de connaissances. Alors, on va partir déjà du SIRET. Donc le SIRET, il est bien évidemment important. Il est important qu'il soit identifié par les équipes, par l'ensemble des acteurs. Donc, lorsqu'on crée un SIRET, il faut être vigilant. Vous vous doutez bien que là, on fait toujours le parallèle avec les disciplines sportives. Un club ne peut pas participer à une compétition s'il n'est pas inscrit. C'est la même chose pour une entreprise. Aucune compétition, aucune déclaration ne pourra démarrer si elle n'est pas correctement enregistrée, donc via la déclaration préalable à l'embauche, sur Net Entreprise ou sur le site de l'URSSAF. Chose importante également, il ne faut pas fermer un établissement dans le cadre d'un transfert. Vous transférez votre établissement A sur B, sur une nouvelle adresse. Ne fermez pas A tant que B n'est pas créé. D'accord ? Pour ça, on en a parlé tout à l'heure, vous avez le service DSN Contrôle Sirène Net Entreprise qui vous permet
de vérifier l'acceptation du numéro de SIRET, savoir si en gros il est bien enregistré et si vous pouvez inscrire toutes vos données sur ce même numéro SIRET. Je vais faire une passe décisive à ma collègue Pauline. Allez, c'est à toi, tu es obligé de marquer. Merci Julien. Après le SIRET, on va donc passer au NIR. Vous le connaissez, donc c'est le numéro d'identification au registre. En effet, vous le savez, ce numéro, il est unique. Il s'adresse à chacun d'entre nous en tant qu'assuré. On le connaît, donc c'est une donnée essentielle. Il permet aussi d'identifier vos salariés, c'est-à-dire vos joueurs. Donc, pour rappel, le numéro de sécurité sociale, le NIR, est délivré par la CPAM. Il est créé dès la naissance ou sinon, pour les personnes qui arrivent de l'étranger, il est créé une fois cette demande faite par l'employeur généralement. Si le joueur n'est pas en mesure, donc votre salarié n'est pas en mesure de vous fournir cette donnée, vous pouvez créer un numéro technique temporaire au format suivant, code, sexe, sirène, numéro immatriculation. C'est des informations que, bien sûr, vous pouvez retrouver sur nos différents sites pour pouvoir vous accompagner. Ce numéro, il est unique, il est pérenne au niveau du joueur dans l'équipe. Il y a certains logiciels qui composent automatiquement un NTT, le numéro technique dont je vous parlais. Et ça, c'est uniquement dans le cadre où votre salarié, le joueur, ne peut pas vous donner son numéro de sécurité sociale. Il faut bien recontextualiser. Une fois que le joueur obtient son numéro d'immatriculation, son NIR définitif qui lui est délivré par la CPAM, il doit vous le transmettre pour pouvoir modifier sa situation lors du prochain match, vous l'avez bien compris, sur la DSN mensuelle pour que les informations puissent être retransmises et remontées correctement. Pour cela, dans votre paramétrage de logiciel, il faut faire le lien entre le numéro technique temporaire, si vous l'avez fait au préalable, le numéro technique temporaire et le numéro de sécurité sociale qui vous a été donné par le salarié, et c'est-à-dire les chaîner, les rapprocher l'un de l'autre pour que les données que vous avez initialement enregistrées sur le dossier NTT du joueur A basculent directement à la suite avec son NIR, son numéro définitif. En renseignant dans votre DSN les rubriques numéro d'inscription répertoire, vous le retrouvez, donc c'est un peu compliqué, c'est dans le S21 G00 30001, donc c'est avec le numéro définitif et le numéro technique temporaire, donc l'ancien NTT qui était enregistré. Lorsque vous permettez vous faites ce chaînage, lorsque vous raccrochez, on va dire, les deux wagons, ça permet le chaînage, la traçabilité avec l'identification du joueur, c'est-à-dire toutes les données que vous avez remplies en amont qui passent directement à la suite. La finalité de toutes ces démarches, de tout ce que vous allez faire, c'est d'éviter qu'il y ait un trou dans la raquette. Et en fait, c'est tout simplement de perdre des informations que vous avez pris le temps de remplir en amont et que celles-ci basculent dans l'historique du salarié. Et c'est assez important. J'en ai fini avec le NIR et je laisse de nouveau la parole à Julien pour la suite des événements. C'est bien le suite des événements, on dirait qu'il va leur arriver quelque chose de grave. Non, promis. Avant que tu interviennes, Malika, juste un petit rappel sur les sondages qui sont à votre disposition dans le chat. Enfin, pas dans le chat, vous avez un tout petit onglet, sondage. Donc, je vous invite une nouvelle fois à en prendre connaissance et puis à y répondre, s'il vous plaît. Voilà, ça serait top. Ok, donc on va continuer avec toujours le contrat bien renseigné, avec le contrat cette fois-ci, qui, comme le NIR ou le SIRET, c'est important de bien les renseigner. Donc les modalités d'exercice d'un temps de travail, Malika, tu voulais dire quelque chose ? Alors je pense que tu vas un petit peu parler des modalités telles qu'elles sont énumérées sur la slide. Je voulais juste insister sur ce point parce que vous voyez qu'on a un petit paragraphe sur les impacts en cas d'erreur. Donc sur les droits chômage, maladie, retraite, évidemment, les dispositions réglementaires, parce que l'importance de bien comprendre quelle est la durée de travail collectif de votre entreprise et de sorte de pouvoir déterminer ce que c'est qu'un temps plein et ce que c'est qu'un temps partiel. Et surtout d'être vigilant puisque ça va également avoir des incidences sur le calcul notamment de la réduction générale des cotisations, puisque dans les paramétrages, il est tenu compte du SMIC multiplié, du taux horaire du SMIC multiplié par la durée collective du travail et bien entendu du taux contractuel du salarié. Voilà, c'était ma petite alerte, mais je te laisse continuer. Super, merci Malika. Donc du coup voilà, Malika vous a bien expliqué l'importance de ces modalités d'exercice entre un temps de travail et les quotités de travail, d'accord. Donc c'est sûr que c'est toujours sur cette
cette même idée du sport, hein. C'est sûr que si vous faites rentrer un remplaçant qu'on identifie comme un salarié à temps partiel et que vous le faites rentrer à la mi-temps ou vous le faites rentrer dans votre entreprise et qu'il a été déclaré dans l'entreprise comme ayant joué la totalité ou du moins ayant travaillé comme un temps plein, il va y avoir une incohérence, hein, entre les modalités de son intervention, de son travail et les quantités de travail qui sont indiquées, hein. Donc comme l'a dit Malika, derrière, ça a un impact sur tout ce qui va toucher le chômage, la maladie ou la retraite. Donc une nouvelle fois, être bien vigilant sur le sujet. Toujours sur les quantités de travail, bien faire attention une nouvelle fois. Alors je sais, on n'arrête pas de vous dire de faire attention de ce que vous déclarez dans ces quantités de travail. C'est pas la même chose, hein, si on parle d'un match de rugby et un match de football, hein. Une nouvelle fois, c'est pas forcément c'est même pas que c'est pas forcément, c'est pas du tout la même chose au niveau de la durée. Donc ça marche pareil, hein, sur ces quantités de travail de contrat. Donc ces quantités de travail de contrat, elles doivent être valorisées par la durée du temps de travail porté au contrat. Une nouvelle fois, toujours se référer, hein, à ce qui est reporté sur le contrat de travail. Au niveau des cas d'erreur, vous les avez à l'écran, pardon. Donc, ça va être une erreur de cohérence sur la rubrique 14. Il peut arriver que la quotité, des fois, elle soit renseignée à 0, alors que le nombre d'heures qui est indiqué est différent. Donc, ce qui est déclaré, une nouvelle fois, doit correspondre, hein, à ce qui est reporté sur le contrat. Il peut y avoir aussi des erreurs avec l'unité de valeur de quotité en rubrique 11. À savoir que cette unité de mesure doit être cohérente une nouvelle fois avec la valeur qui est renseignée sur la quotité du contrat. Au niveau des impacts, hein, vous l'avez compris, derrière, il peut y avoir des impacts sur tout ce qui va être calcul de droit au chômage, maladie et retraite. Maintenant, on va s'arrêter sur comment bien renseigner le code régime de base pour le risque maladie. D'accord ? On fait le lien cette fois-ci. Alors, c'est vrai que si vous déclarez un salarié avec un code MSA, alors qu'il est du régime général, un petit peu comme si vous l'avez déclaré réservé aux jardiniers, alors que vous avez affaire à Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Même si une fois Cristiano Ronaldo a besoin d'un bon jardinier pour pouvoir s'exprimer pleinement. Voilà, donc il est important de déclarer un code risque maladie, hein, d'accord, et de voir avec les identifiants que vous avez à l'écran, hein, de bien identifier le régime auquel est affilié le salarié. Les impacts, bien évidemment, hein, vous vous en doutez, hein, c'est que toutes les données qui vont être transmises, elles ne vont pas être correctement transmises au régime gérant les droits de l'assuré, donc avec des impacts forts sur les calculs de droit maladie. Ou même sur la retraite. La même chose, voilà, je viens de vous le dire sur le code régime vieillesse. Hein, il faut bien penser une nouvelle fois, au même titre que ce qu'on a vu juste avant, à bien déclarer le bon code régime vieillesse, hein, vis-à-vis du statut de la personne. Donc, vous avez à l'écran l'ensemble des statuts, hein, qui sont à votre disposition. Donc, c'est pareil, il est important de bien renseigner le bon code pour pas qu'il y ait un impact sur les droits de retraite du salarié. Hein, une nouvelle fois, même si tout le reste est bon, il suffit que sur une déclaration ou sur un identifiant, ça ne soit pas correctement remonté, et ben derrière ça va bloquer. Au niveau du contrat et des déclarations de temps additionnel, donc là, il faut faire attention à ne pas confondre les heures supplémentaires, structurelles et aléatoires. D'accord ? Donc, le nombre d'heures supplémentaires structurelles et aléatoires réalisées, hein, au cours d'une année, ce sont des éléments essentiels, notamment, hein, vis-à-vis de la CNAM-TS, pour définir avec précision le temps de contrat réel que votre salarié a effectué afin de déterminer son éligibilité au versement des indemnités journalières en cas de maladie. Donc, il est important de différencier les heures supplémentaires structurelles, les heures supplémentaires donc structurelles qui sont prises en compte dans la quantité de travail du contrat que vous avez à l'écran. Les heures supplémentaires, donc le nombre d'heures supplémentaires aléatoires doit être, lui, déclaré dans la rubrique que vous avez à l'écran. Je ne vais pas systématiquement vous citer les blocs, hein, ils sont pas, à l'oral, ce ne serait pas forcément très sexy. Et enfin, de bien déclarer les heures complémentaires. Donc, par exemple, pour un salarié à temps partiel, hein, il faut bien que ça soit déclaré dans la rubrique correspondante. Donc, les heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires sont à prendre en compte dans leur globalité dans le salaire rétabli, reconstitué dès lors qu'elles sont effectivement effectuées.
toujours même impact sur les calculs de droit au chômage, maladie et retraite. On s'arrête également sur les rémunérations nettes fiscales qui sont reportées au contrat. À savoir qu'une mauvaise gestion de ces heures supplémentaires exonérées, il faut savoir qu'elles doivent être ajoutées au NRF. Donc vous avez jusqu'à fin 2023 pour le faire, d'accord. Mais attention, pour 2024, les heures supplémentaires exonérées ne devront plus être ajoutées sur ce même RNF. Enfin, toujours sur le même contrat en ce qui concerne les montants de rémunération brute déplafonnés et les montants de base assujettis. D'accord ? Donc, afin de garantir l'exactitude de ces mêmes montants, il faut assurer une cohérence entre le montant de rémunération brute déplafonné et le montant de base assujetti. Hein ? Donc, même si ces deux montants ne sont pas nécessairement égaux, le salarié qui dispose d'un contrat de travail avec une rémunération brute déplafonnée, il doit être identifiable au sein de la base assujettie déplafonnée sur la période en cours. Bien évidemment, si ce n'est pas correctement déclaré, vous vous doutez bien que derrière, il va y avoir des erreurs, hein, notamment sur les montants indiqués par la rémunération brute déplafonnée et la base assujettie déplafonnée qui permettent le calcul d'un certain nombre d'indemnités ou d'aides sociales. D'accord ? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la base de connaissances qui est à ta disposition. Hein, donc, une nouvelle fois, je vous invite fortement à aller consulter l'ensemble des fiches consignes sur chacun de ces cas. On va terminer cette présentation avec l'ensemble des événements qui vous accompagnent, hein, l'ensemble des événements Net Entreprise qui vous accompagnent tout au long de la saison. Donc, les comités régionaux sont les représentants locaux du collectif de Net Entreprise qui regroupe, vous l'avez vu ce matin, tous les acteurs des organismes de protection sociale et d'autres, donc qui sont légitimes. Vous avez eu les experts et les expertes ce matin qui, j'espère, vous ont éclairé sur ce qui vous a été présenté. Donc, tout au long de l'année, on a différentes manifestations pour vous présenter un petit peu, alors soit des nouveautés, soit des veilles réglementaires. Donc, vous avez, comme vous avez assisté aujourd'hui, des rencontres extra, des webinaires thématiques réguliers. Donc, logiquement, si vous êtes inscrit, vous recevez les messages d'invitation. Des rencontres privilégiées donc pour découvrir les nouveautés réglementaires, je vous l'ai dit, proposées par toutes les personnes qui participent à ces comités régionaux. Les C'est utile, qui sont des réunions locales, régionales et départementales, qui réunissent à fréquence régulière. Donc ça, c'est à la main des comités régionaux. On fait pas tous la même chose. Mais voilà, donc ce sont des réunions un petit peu plus centrées, un petit peu VIP, mais l'objectif, voilà, c'est qu'on soit entre nous pour parler et échanger sur des bonnes pratiques ou des sujets pour lesquels vous avez besoin d'informations. Donc voilà, donc je vous invite une nouvelle fois à prendre connaissance et à vous inscrire au sein de vos comités régionaux respectifs. Une nouvelle fois, j'espère que vous avez bien répondu au sondage. Et puis, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée et vous donne rendez-vous avec plaisir. Merci encore. Nadia va peut-être vouloir reprendre la main afin de conclure cette présentation. Oh, merci Pauline pour cette transition. Et en effet, nous avons eu des petits soucis techniques au démarrage. On en a également à la fin me concernant. Oui, un grand merci. En effet, on arrive à la fin du webinaire. Un grand merci à vous, aux membres des organismes qui sont intervenus dans le cadre de cette animation. Comme on vous l'a rappelé, il y a un sondage pour lequel on vous invite à prendre quelques minutes pour le compléter. Une FAQ, bien sûr, vous sera mis à disposition pour répondre aux questions que vous nous avez posées tout au long du webinaire. Et comme l'a précisé également Julien dans le cadre de son intervention, vous avez sur le site Net Entreprise notre calendrier pour nos prochaines interventions. Je vous remercie et vous souhaite une belle journée. Au revoir.